Bonjour à tous et à toutes, il est 10h sur Equinox Télévision, c'est la même heure à Galane, à Ebolova, dans la région du Sud. Là-bas, il faut le dire, c'est véritablement la désolation au sein de la population locale face à l'abandon des 100 logements sociaux, justement, qui sont donc véritablement abandonnés de ce côté-là. L'édifice qui devrait donc servir à alléger les peines de ces populations en matière d'habitat dans cette partie du pays est plutôt aux oubliettes. Les populations s'interrogent sur cette indifférence des pouvoirs publics à ne pas capitaliser autant d'investissements. Autre fait, autre interrogation, quels seront les différents adversaires du Cameroun dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021? Réponse ce soir lors du tirage au sort de la CAN 2021 sera du côté du Palais des Congrès à Yaoundé. Et là, justement, on pourra départager cette 24 équipes justement qui seront réparties en 6 groupes avec justement 4 équipes chacune. Port autonome de Douala, oui, on en parle ce matin, du moins on est curieux de savoir ce qui se passe réellement de ce côté-là, parce que justement ça bouge énormément. Le directeur général du PAD serait-il dans de sales draps? Dans tous les cas, ce dernier est attendu demain à 18 août 2021 au tribunal criminel spécial dans le cadre d'une affaire de détournement de deniers publics. Mesdames, Messieurs, tous ces faits et bien d'autres faits seront débattus, décortiqués, analysés avec, bien sûr, vous également qui aurez la possibilité de pouvoir participer via le code d'accès qui s'affiche au bas de l'écran ou encore sur la page Facebook de l'émission 10-12 Le Zénith. Et ce sera ensemble avec toute cette grande équipe qui m'accompagne ce matin qu'on voit, qu'on exécutera cette mission. Bonjour à vous, Karine Sancha, et bienvenue. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Bombok Bingan est avec nous ce matin, je te l'ai dit dans les coulisses, je le dis encore sur ce plateau. Tu m'as manqué, moi, particulièrement. Je suis là, ma fille. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Charles Amel Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre de la décentralisation et au ministre de l'administration territoriale. Un désordre généralisé est en train de se dérouler ou de s'organiser, mieux de s'orchestrer à Douala, notamment avec le préfet. Le préfet apparemment aurait envoyé une soldatex dans le cadre de la mise sur pied d'une commission d'assainissement du secteur des motos-taximènes au parcours Vita en ce moment. Déjà, l'équipe descendue sur le terrain n'a pas d'ordre de mission. Nous avons des individus qui ont des chasubles. Nous voyons des individus qui ont des babouches dont l'accoutrement même ne reflète pas des personnes envoyées par le préfet, mais ils disent avoir été envoyés par le préfet. Ils saisissent des motos, donnent des coups de poing devant des policiers. Or, est-il du ressort des civils d'interpeller des usagers de la voie publique? Je pense que non. Cela relève des officiers de police judiciaire assermentés à régime spécial. Nous n'avons pas encore vu cela. Nous ne voyons même pas cela sur la route. Il y a des ordres fous à ce niveau. Et j'aimerais bien que les ministres sachent que, quel que soit le désordre qui arriverait, un véhicule endommagé, mort d'homme parce qu'il y a des coups de poing et tout qui sortent de ce côté, cela relèverait de la responsabilité directe du préfet. Quand on envoie des gens en mission, on a besoin d'un ordre de mission et ceux qui sont censés interpeller, ce sont les officiers de police judiciaire et non des civils. Ils sont versés, on ne sait d'où. Et encore que la mairie de Douala 5e n'est même pas au courant de ce qui se passe sur le territoire. Quelle cacophonie dans la ville de Douala. Vivement, messieurs les ministres, que chacun de vous, ou c'est la décentralisation, ou c'est l'administration territoriale, prenne ses responsabilités et qu'on rappelle à l'ordre ces dissidents. Mais on se pose quand même la question de savoir justement pourquoi ces derniers peinent à prendre véritablement leurs responsabilités. Est-ce que c'est la paresse ou c'est tout simplement un abus d'autorité? On est quand même curieux de ça. L'action de l'assainissement est bien. On est d'accord, l'assainissement est bien. Mais il faudrait que cela soit réglementé, que cela soit encadré. Vous avez des individus qui viennent avec des jeans, des babouches aux pieds, qui saisissent des motos, qui vous approchent n'importe comment. On bascule des passagers en arrière. C'est des coups de poing qui vont. Ok, vous m'avez interpellé, présentez-moi l'ordre de mission qui vous met en route.
Ils n'ont pas d'ordre de mission. Et on dit c'est le préfet qui nous a envoyé. C'est le préfet qui nous a demandé d'aller là. Mais monsieur le préfet, respectez la loi écrite, la loi n'est pas verbale. On n'est pas dans et même si ça avait été le préfet, est-ce que c'est donné que ce soit des civils qui interpellent? On les voit à Bonabacel. Est-ce que c'est les civils qui doivent interpeller des agents? Non, c'est les officiers de police judiciaire assermentés à régime spécial qui ont cette charge d'interpeller monsieur Serré. On lui dit nous sommes là dans le cadre d'un contrôle, ceci, cela. Veuillez présenter vos pièces à tel agent. Il prend les pièces et il consulte effectivement ce qu'il y a. En se présentant tout d'abord. En se présentant tout d'abord. C'est pour ça que ce qui est... Je vous dis, allez au parcours vital. Allez au parcours vital, c'est le préfet qui les a envoyés. Allez au parcours vital, vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est des bagarres. On a braqué le véhicule d'un monsieur parce que le Bensikina, en voulant aller, le monsieur voulait passer. On a tenu. Qui va payer ses pots cassés? C'est le préfet. Est-ce qu'il est donc suffisamment conscient de tous ces dégâts qu'il cause justement au sein de la population? Oui, on est d'accord de pouvoir s'aligner. Oui, l'initiative est louable, on est d'accord. La mairie de Nola-la-Seine n'est même pas au courant. Comment le préfet peut envoyer des gens dans une commune ou encore annoncer, informer justement quand même le patron entre guillemets de cette zone de commandement. Dominique Audrey avec nous ce matin. J'espère que tu n'es pas très en colère comme c'est le cas de Charles Hamel qui nous accueille à chaud. Vraiment, il est en colère. En colère, non. La semaine dernière, je m'en plaignais au niveau de Bonassama déjà. Oui. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas en colère. Je suis plutôt inquiète parce que Equinox a présenté un reportage hier d'un monsieur qui détenait une jeune fille de 13 ans chez lui pendant quasiment 2 semaines. On cherchait la petite. Donc, dire aux parents que vraiment, faites très attention. Il y a des pédiatres dehors et vos enfants risquent... Des pédiatres d'un autre genre, je préfère qu'on dise ça comme ça. Oui, d'un autre genre. Parce que quand vous allez dire des pédiatres... N'est-ce pas, mon bon Bon, les Camerounais comprennent ce langage. Oui, pour les autres, il y a de nouveaux pédiatres dehors. Rendez-vous compte que quelqu'un prend l'enfant 2 semaines et la jeunette va faire le marché. Donc, dans sa tête, elle est déjà en mariage. Pardon, vraiment, parlez à vos enfants, je vous en prie. Parlez à vos enfants, c'est dangereux. Vu qu'à 13 ans, s'il enferme cette jeune fille chez lui pendant 2 semaines, on doit d'abord lui faire quelque chose à celui-là. Oui, mais non. Est-ce que les parents vraiment prennent conscience? Tous les jours, on en parle, on essaie d'en parler, on sensibilise et tout. Vraiment. Même lorsque vous décidez d'envoyer ces enfants vendre, il faut quand même essayer de communiquer, de dialoguer avec eux. Cette fille était déjà carrément en mariage, entre guillemets, et de manière plutôt clandestine. Mais quand vous écoutez le monsieur dans le reportage, il vous dit que c'est elle qui se plaignait. Qui se plaignait, qu'elle n'a pas mangé, elle a dormi sans manger. Tantôt, sa sœur est partie de la maison. Du coup, on la menace à la maison. Donc, vous avez l'impression que... Donc, que lui, il a plutôt joué les héros. Il a l'impression d'avoir joué les héros. Donc, il ne devrait même pas être sanctionné. À son avis, la façon avec laquelle il relate les faits. Lui, il ne trouve même pas qu'il a fait quelque chose. Il faut dire, Isabelle Carole, que ce n'est pas parce qu'il est victime qu'il ne va pas être sanctionné, il est bourreau qu'il ne va pas être sanctionné, mais il faut aller fouiller. Ce que la fille peut, ce qu'il peut dire peut être vrai, parce que je me rappelle, il y a de cela 5 ans, une fille s'était échappée de chez elle, comme ça, là, elle s'est retrouvée dans le domicile de quelqu'un, elle ne voulait plus partir. Tout ce qu'on faisait, elle refusait de partir littéralement parce qu'elle vivait des sévices dans cette maison. C'était c'était la nièce des responsables de cette maison. Elle subissait tout type d'affronts, d'insultes, d'engueulades et tout. Un matin, elle s'est mise à marcher, elle est partie. Donc je crois que la police, quand on avait interpellé la police est arrivée, elle a voulu brimer le monsieur, elle a dit non, je suis prêt à me livrer, mais allez d'abord, allez mener des enquêtes. On a mené des enquêtes et on s'est rendu compte qu'effectivement, cette famille était des bourreaux. Oui, les voisins, non, c'était un couple. Charles Hamel, à ce sujet, il y a une loi qui réglemente. Vous ne pouvez pas aller chez vous. Vous ne pouvez même pour votre protection, vous savez que c'est qui. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un chez vous. Comme ça, il y a la même loi interdit donc à une fille de ce genre d'aller vendre. Karine Sontia, je me rappelle qu'on est venu abandonner devant chez moi un bébé. J'ai pris le bébé, j'ai amené dans un commissariat, on a dit rentrez avec, écrivez votre nom. J'ai dit la loi prévoit que lorsqu'il y a ce genre de situation, on dit monsieur, laissez les bêtises que vous appelez, rentrez avec le bébé, si les parents se signent, on va vous chercher. J'ai amené au service commercial. J'ai amené au service commercial, pareil, on m'a chassé avec. Service social. Si j'étais dans un pédophile ou un pédiatre, comme vous le dites, j'aurais fait quoi entre ces nuits avec cet enfant? C'est de la responsabilité de cette personne. On est d'accord, mais faites-le d'abord. Signalez d'abord. Ne prends pas l'enfant d'autrui, tu montes. Bon. Non, je ne prends pas d'enfant. L'enfant d'autrui qu'on envoie vendre, la loi l'interdit aussi.
Et c'est là où il faut commencer déjà. À dire aux parents, il y a l'âge vraiment où l'enfant ne peut pas encore se permettre d'être à la merci de toutes les intempéries. Parce que justement, lorsque vous l'envoyez dans la rue, elle n'a pas encore suffisamment de réflexion, elle n'est pas suffisamment mature pour prendre une telle décision et pour se livrer justement à de telles personnes. Peut-être qu'elle fuyait le mal-être qu'elle vivait dans cette maison, parce qu'apparemment, ce ne serait pas ses parents biologiques. Voilà. Donc, il faut tous les examens nécessaires. Est-ce qu'il a violé? Est-ce qu'il n'a pas? Est-ce qu'il y a eu? À partir de là, on frappe durement cet individu. Moi, je suis d'accord pour ça. Et le quartier dit que ce n'est pas la première fois. Ah non? Après, parlant de lui. C'est vrai que quand il y a un fait, parfois, les gens essaient. Moi, le fait curieux, c'est que la fille n'était pas ligotée et enchaînée dans cette maison. Oui, elle avait fait le marché. Est-ce que le dit qu'il fallait qu'elle va paisiblement à ses occupations? Ça veut dire que quelque part, elle était dans son temps. Dans tous les cas, il faut que justement l'enquête sur ce sujet puisse aboutir, qu'on comprenne réellement les motifs vraiment qui ont conduit justement à de tels actes. Première rubrique de ce programme, c'est tout de suite avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Voilà, je vous raconte l'histoire d'Emmanuel ce matin. Emmanuel, c'est un papa qui est propriétaire, il est bailleur. Et dans sa concession, il y a plusieurs locations. Et parmi ces locataires, il y a un locataire spécialement, Jean-Paul, qui a décidé de ne plus payer. Oui, Jean-Paul. C'est le nom biblique, c'est important. Emmanuel, Jean-Paul. Il a décidé de ne plus payer le loyer parce que sa fille est enceinte. Jean-Paul estime que le fils d'Emmanuel a mis sa fille enceinte et par conséquent, il ne payera plus le loyer, dit-il, pour préparer, entre guillemets, la liette de sa fille. Dit-il, c'est désormais la belle famille dont il n'est plus question. C'est le garçon d'Emmanuel. Du bailleur qui a enceinté la fille de ça, c'est ce que le locataire dit. Maintenant, Emmanuel s'est retourné vers son fils, il lui demande « Papa, ça s'est passé comment? Tu as fait comment ?» Il dit que non, papa, c'est vrai que je suis passé par là 2 fois, mais je ne me reconnais pas comme étant le père de cet enfant, donc ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il en sait? Je ne veux pas. Et donc, Jean-Paul, le locataire, ne l'entend pas de cette oreille. Il est à 3 mois de loyer et il a dit qu'il ne payera plus. Elle-même? Elle ne dit rien. Elle est enceinte et elle dit que c'est le fils du bailleur. Le fils du bailleur dit que ce n'est pas lui, qui n'était pas le seul. Il a voyagé avec d'autres filles. Et 2 fois, par 2 fois, il est passé par là. Et elle est enceinte de 3 mois déjà. Le bailleur dit c'est 140 000 francs le bail de cette maison. Et il vit de cet argent. Depuis qu'il a pris sa retraite, sa famille et lui ne vivent que de ça. Faites 140 fois 3. Il commence à suffoquer. Il ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'il enlève la porte? Est-ce qu'il enlève les tôles pour que cela parte de là? Est-ce qu'il doit porter plainte? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas. Il ne sait pas trop quoi faire. Emmanuel. Donc voilà. Comment on fait? Comment on gère alors? Non, il ne sait pas s'il faut continuer à demander le loyer ou régler le problème. Il demande son loyer, on ne donne pas. On dit que tu es le beau-père, tu es le grand-père. Et on doit préparer la lettre, on ne donne plus. Son fils, lui, il croit en ce que son fils lui dit. Son fils lui dit que ce n'est pas moi. Son fils a sensiblement 20 ans par là. La fille a 18 ans. D'accord. Comment on fait dans ce genre de situation? Vraiment, elle est très inconfortable. Vraiment, parce que, voilà, on est venu pour quelques temps et finalement, on se retrouve en train d'avoir un bébé qui arrive dans des conditions, justement, qu'on connaît. Maman Mengan, vous êtes venu pour être locataire. Finalement, votre fille vous annonce que vous êtes grand-père. Vraiment, vous êtes qu'elle enceinte du bailleur, de l'enfant du bailleur. Le bailleur Comment vous comprenez ou alors vous appréciez la posture du locataire qui estime qu'il ne peut plus payer le loyer dans une maison où justement il a été abusé, entre guillemets, parce que sa fille, sûrement, elle allait à l'école, et puis le fils du bailleur qui vient détourner, enceinter, et aujourd'hui, voilà le résultat. Non, d'abord, les enfants jouaient entre eux. Ça arrive que les enfants puissent jouer entre eux. Les jeux brutaux entre eux. Oui, tout à fait. Et une grossesse arrive. Le problème ici, justement, c'est que Jean-Paul, d'ailleurs les deux ont les noms bibliques. Donc Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc voilà, c'est d'ailleurs le premier nom qu'on a donné à Jésus. Voilà. Donc, je comprends pourquoi, avec le cœur de Jésus, il ne veut pas bousculer Jean-Paul. Voilà. Non, tout à fait. L'enfant est arrivé, les enfants jouaient. Un autre, la fille a enceinté. Il faudrait que Jean-Paul, fallait qu'il pose le problème clairement. Pas
en essayant de trouver les contorsions. On ne trouve pas de contorsions dans ce genre de situation où vous voyez donc quel est le comportement des enfants aujourd'hui. Et non, papa, je suis allé 2 fois, mais je ne reconnais pas. Il a fait les tests pour savoir si ADN, pour savoir si c'est lui, c'est pas lui. Maintenant, la fille dit que c'est... La fille aussi peut dire, je n'ai connu que ce gars. Bon, il n'y a pas de machine à calculer là pour dire si ou ça. Donc, dans ce genre de choses, Jean-Paul aurait dû dire à Emmanuel, comme tu vois, ma fille vient de me dire que ton fils, voilà. On fait comment? Voilà comment on pose le problème. Et avant que ça n'arrive à là, leurs mamans sont où? En réalité, si cette situation échappe à leur maman, moi, ça me désole. Ça me désole. Ça me désole. Avant que ça n'arrive... Donc vous croyez que l'enfant a dit à la mère au revoir avant de partir faire ce genre de choses? Non, je veux dire, quand une fille tombe enceinte, qui est la première à connaître? C'est la maman. La maman. Maintenant, est-ce qu'ils ont des problèmes de loyer? Donc, quand la maman est enceinte, il rapproche la maman du garçon en lui disant « Et ton fils vient d'eux ». Voilà. Et elle discute d'abord entre les mamans avant que ça n'arrive au niveau des papas. Au niveau des papas. Et justement, dans ce genre de situation, on gère d'abord, j'allais dire, les enfantillages. Parce que ce qui va arriver, c'est un être humain qui est en train d'arriver là. On gère comment? Donc, on leur apprend qu'ils ne sont plus enfants. Maintenant, est-ce qu'à cet âge-là, ils pensent qu'ils peuvent constituer un projet d'avenir? On laisse d'abord. Les parents restent, puisqu'il y a une grossesse déclarée, on ne continue plus ce genre d'affaires. On laisse gérer. Maintenant, dans ce genre de choses, donc c'est à ce moment qu'on vient à la deuxième étape. Quand on fait comment? C'est que... Est-ce que les affaires de loyer vraiment sont sur la même ligne que les affaires non, nous ne gérons pas, les Africains ne gèrent pas les choses sur le plan financier, matériel et tout. La notion de complexité, lorsqu'on vous parle de la théorie de la complexité, c'est cela, c'est à ça que ça renvoie. Maintenant, parce qu'il faut mettre les enfants dans une situation où est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Et ils trichaient derrière la porte, ils ne voulaient pas que le regard des parents arrive. Maintenant, le regard des parents est déçu. Première étape, ils n'ont pas bien, le premier palier qu'ils n'ont pas bien franchi, c'est le palier de la maman, de leur maman. Ça revient au niveau des papas, ça devient embarrassant. Quand ça devient au niveau des parents, c'est la recherche des solutions. À ce moment-là, disant que, comme tu vois, ta fille est venue, le voisin, ils discutent d'abord entre les deux, mais à ce moment qu'on repose donc le problème du loyer. C'est-à-dire qu'après avoir assaini, on aurait compris que non, gars, comme nos enfants, comme ça, l'enfant qui va naître, c'est notre petit-fils ou notre petite-fille commun, on gère comment? Et à votre avis, il devrait gérer comment? À votre avis, on répartit, on divise par 2, il continue à payer le loyer normalement ou alors? Mais justement, il continue à payer le loyer. Mais il a aussi un devoir. C'est-à-dire, que fera-t-il avec un enfant? Voilà la complexité du problème. C'est ça qui amène donc continuer à payer le loyer ou alors dire ne payez plus le loyer est la conséquence de la gestion des enfantillages qui se sont passés et qui risquent d'aboutir à un champ d'adultes. Voilà le problème. Les enfants ont joué. Maintenant, ils peuvent arriver qu'ils aillent précipitamment dans le champ des adultes. C'est comme ça qu'on gère les problèmes de manière graduelle. Même ne peut pas Jean-Paul en disant non, comme ton fils a enceinté ma fille, je ne paye pas le loyer. Mais on peut comprendre peut-être le courroux, Karine Soncha. Vraiment, comment est-ce qu'on se retrouve encore, comment est-ce qu'on gère une telle situation? On peut comprendre la déception, on peut comprendre la colère. C'est ce monsieur qui dit, ben voilà, j'étais tranquille avec ma famille, on vivait paisiblement et tout. Et ton fils qui est venu jouer les troubles faits. C'était le viol. Donc, on commence d'abord par là. Est-ce que c'était le viol? Ça, on ne sait pas, l'histoire voilà, ne nous a pas dit. Donc, la fille n'a pas dit que c'était le viol. Non,
ils sont tous les deux responsables de ce qu'ils ont fait. Je pense que la fille a dit qu'elle a un certain moment j'ai été violée. Mais on a aussi un garçon en face qui dit à son père, papa, je suis passé par là seulement 2 fois. Je ne suis pas sûre que d'être l'auteur de cette grossesse. Pour les amourettes de lycée, la plupart quand ça tombe comme ça, ils le disent. C'est-à-dire, certains veulent même s'en laver les mains, pas forcément par peur. Sachant qu'ils sont entre eux, les jeunes de la même génération, ils savent comment ils font. C'est-à-dire que lui, il peut avoir 3 ou 4 filles avec lesquelles il va souvent et il se dit que c'est ce que la fille fait aussi. Vous voyez un peu, donc ils connaissent leur environnement et se disent que c'est comme ça. Du coup, pourquoi ne pas se laver directement les mains? Parfois, vous faites le genre d'enfant là, quand ils naissent d'abord à vous qu'ils ressemblent, ils ne ressemblent même pas à la mère, même quand c'est une fille. Ce genre d'enfants qu'on a d'abord rejeté. Mais le problème ici n'a rien à voir avec le loyer. Jean-Paul est radin. Il cherchait la solution depuis pour ne plus avoir à payer le loyer. Vous savez ce genre de... Donc vous avez l'impression que c'est lui qui a envoyé sa fille même? Il donne l'impression, s'il vous plaît, s'il le dit. Si un monsieur dit que, comme ton fils a enceinté ma fille, je ne peux plus... Et que moi je les ai envoyés faire quelque chose. Quelle est la répercussion que ça a directement sur le fait que tu n'as plus payé le loyer? C'est-à-dire que lui, il a l'impression qu'il donne l'argent à un membre de sa famille. Rien à voir. Rien à voir. Il est locataire, point. Mais votre frère peut louer chez vous. Mais quand il y a un enfant qui arrive, ça crée des liens. Il n'est même pas en train de créer le lien. Est-ce que vous comprenez? Jean-Paul n'est pas en train de créer le lien. Il ne cherche même pas à créer le lien. Lui, il a déjà trouvé la solution au problème sans négocier. Jean-Paul a décidé que, comme ton fils a enceinté ma fille, je vais utiliser l'argent du loyer pour entretenir ma fille qui est enceinte. Point. Il n'a même pas dit au père du garçon que, monsieur, comment est-ce qu'on fait avec la situation qui s'est présentée, on ne s'y attendait pas. Il n'a même pas voulu savoir ça. Lui, il a déjà la solution. Vous voyez que le bailleur est devant les faits accomplis. Il ne sait pas s'il doit croire à son fils ou alors il doit se battre pour qu'on paye son loyer. Parce que, et à votre avis, il devrait concentrer ses énergies à faire quoi? À savoir si son enfant, son petit-fils qui arrive, ou alors justement à faire tout et tout, non, porter plainte à la limite pour... Pas à savoir si c'est son petit-fils qui arrive. Le problème ici, c'est que au final, il faudra que la fille mette au monde son enfant. Oui. Il faudra que la fille mette au monde son enfant. Et il faudra aussi que Jean-Paul trouve un endroit où il va vivre. Soit il continue à vivre là-bas, ou bien il déménage. Mais toujours est-il que le bailleur est capable de leur servir, on appelle ça comment les ou encore les préavis pour qu'il quitte sa maison s'il ne veut plus rester avec eux. C'est pas parce que il y a mon petit-fils qui va naître chez toi que tu dois continuer à rester. Est-ce que ne pas le faire serait un peu pousser le bouchon un peu trop loin, Charles? Non, après, à un moment, pour mieux vivre, il faut vivre séparés. Enfin, qu'à votre avis, il devrait libérer. Oui, aller chercher on va parler normalement. D'accord. Parce que Jean-Paul est venu avec les problèmes. Il n'est pas venu avec la négociation. Il avait déjà sa solution. Et ça donne l'impression que c'est lui qui a occasionné la situation. C'est pourquoi je dis que cette solution ne peut être résolue maintenant que si les deux familles-là ne vivent plus au même endroit. D'accord. Déménager, c'est la solution. C'est ce qu'il devrait faire, ce monsieur, plutôt de dire « Je ne paye plus le loyer parce que, voilà, votre fils a enceinté ma fille. » Alors, Isabelle Carole, cela pose le sujet du deuxième module dans l'école de la préparation au mariage et de la vie. De 0 à 10 ans, votre enfant est un esclave. De 10 à 20 ans, il est un disciple. De 20 à 30, vous devenez un ami. Et de 30 à plus, un conseiller. Le garçon est dans l'âge de 10 à 20 ans. Donc, c'est un disciple. Lorsqu'on punit un enfant pour une faute commise, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'il assume les actes, ses responsabilités. Est-ce qu'à ce niveau, cet enfant a assumé ses responsabilités? Non. Non, l'enfant n'a pas assumé ses responsabilités parce qu'il n'a pas reçu cette éducation de ses parents. La fille, on a posé la question à la fille, dis-nous. Et je crois que c'est l'une des étapes assez compliquées pour une jeune fille lorsqu'elle se retrouve enceinte sur le toit familial. Donne-nous le nom du père. C'est qui le père? Le parent a pris la peine de poser la question et la fille a dit, c'est le fils d'Emmanuel. Mais le fils lui dit... C'est le fils d'Emmanuel. Le père d'Emmanuel, Emmanuel appelle son fils et pose la question à son fils. Je veux savoir si cet enfant est le tien. Il dit non, je seulement joué 2 fois.
Suivez la façon avec laquelle l'enfant répond à son père. J'ai seulement joué 2 fois. Les autres fois, tu jouais où? Avec d'autres enfants du quartier, avec d'autres filles innocentes dans le quartier. Si là, tu n'as joué que 2 fois, ça démontre déjà une mauvaise éducation d'Emmanuel vis-à-vis de son enfant. Ça démontre déjà une légèreté dans la qualité des valeurs morales qu'on inculquait, que Emmanuel inculque à son enfant. Vous vous rendez donc compte pourquoi Jean-Paul, qui forcément a dû approcher par l'enfant, le père, parce qu'il ne s'est pas levé pour dire je ne paye pas. Il a dû se rapprocher d'Emmanuel, avec qui ils ont eu une discussion, et Emmanuel a dit, même mon fils dit qu'il n'a joué que 2 fois. Comme si les 2 fois ne pouvaient pas être les 2 fois suffisantes pour enceinte l'enfant. Mon fils a dit que vraiment, si ta fille est légère, c'est ton problème. Et là, Jean-Paul dit, d'accord, je vais te prouver donc en plus de mineur, ton fils a posé une action qu'il ne devrait pas le faire, je ne paye plus ta maison. Le père Emmanuel se retrouve donc confronté à ceci qu'il ne peut pas attaquer de manière directe Jean-Paul, de peur qu'on sorte de l'âme de mineur. Il ne peut pas, parce que là il est piégé. Il ne peut pas. Il est obligé de venir poser le problème à Dominique Audrey. Vous voyez comment on me construire. Parce que là, si j'attaque, je perds. Là, ça devient une agression. Et la fille peut reconsidérer les termes en disant qu'il m'a bloqué dans un couloir. Il a fait. Donc, jusqu'ici, Jean-Paul est resté, quand même, à mon humble avis, honnête et professionnel, dans la valeur en disant il faut gérer. Mais ne plus payer le loyer, c'est pas. Chose. Maintenant, il faudrait que les parents assument, payent le prix des erreurs des enfants. Tant que l'enfant est sous votre toit, vous devez assumer les erreurs de votre enfant. Je pense que Emmanuel le sait. Oui, il le sait, oui. C'est ça que je le dis. Il n'a pas bousculé. C'est pour ça que lui-même, il y a un jeu là. Il y a un jeu. C'est ça la complexité. Mais comment gérer ça? Non, moi, on dit tout à l'heure. Il doit assumer, les deux doivent assumer les erreurs de leurs enfants. En faisant quoi? Est-ce que l'autre devait donc bloquer le l'argent de consensus. Le consensus, Isabelle Carole. Ok, voisin. Locataire, j'ai mal fait l'approche. Dans les premiers cas, je me suis enflammé, j'ai crié, blablabla. Vraiment, essayons de voir, oui, je sais que la maison te plaît, tu es là. Bon, c'est vrai, quand une grossesse comme ça arrive, il faut préparer la layette, le lait et tout, comme ça. Voyons dans quelle mesure on peut s'organiser. Là, vous voyez l'attitude de Dominique Audrey. Elle dit, c'est ma maison, vous sortez, c'est mon argent. Non, ça ne se fait pas. Maintenant, vous lui dites, d'accord. Nous allons faire la moitié, tu ne peux pas me laisser affamer, je dois pas aussi rester. Prélève donc une partie sur le loyer. Ça veut dire que sur 100 000 peut-être que tu me donnais, je t'autorise à me verser 75 000. Ma quote-part dans la préparation de l'arrivée de cet enfant est de 25 000. Toi aussi tu mets 25 000 et ensemble on se prépare à élever cet enfant. Voilà comment ils doivent faire. C'est la manière la plus simple. La plus simple. C'est ça la même. Oui, c'est le consensus. Mais Karine, on t'a parlé de ce qu'il faut que ce dernier déménage. Moi, j'ai pris une hypothèse. Qu'il soit mieux dans cette relation. L'hypothèse que j'ai prise, c'est dans le cas où ils n'ont même pas eu à discuter et que Jean-Paul a décidé de but en blanc que je ne paye plus le loyer. Mais là, Chalamé prend l'hypothèse où Jean-Paul aurait certainement fait une première approche qui n'a pas marché. 000, donc, c'est 2 hypothèses différentes. Je me donne 75 000, les 25 000. Maintenant, je rentre et ça démontre qu'il faut que je travaille sur mon enfant. Si mon enfant avait l'argent de poche, monsieur, tu deviens père, je suspends. Si il fallait gérer ceci par rapport à la télé, le câble, je suspends. Donc, je répercute tout cela, toute cette action sur la gestion de la maison. Ça veut dire que Emmanuel devrait revoir véritablement le principe. Il ne bouscule pas l'autre, il aménage l'autre. Dès que l'enfant naît, il va le rencontrer en disant, bon, tu as vu comment on a commencé, je ne vais pas changer. À partir d'aujourd'hui, c'est mon fils désormais qui va assumer, s'il te plaît, je souhaiterais aménager la maison. Vous allez vous rendre compte que la séparation sera en de très, très bons termes. Il y a d'autres familles où lorsque vous enceintez une fille pareille, vous devez une fois l'épouser. On prend la fille, on ne discute même pas, on négocie. Ça mène des bagarres comme ça va amener. Parfois, il y a même mort d'homme, mais toujours est-il que les familles s'imposent parce que chaque famille a ses valeurs, a ses études. Donc, à ce niveau, il a violé. Le consensus devra s'imposer. Et la bonne question dernière que vous m'avez posée, où sont les mamans? Dans ce genre d'affaires, c'est les mamans qui négocient forcément. Il y a un côté belliqueux qui n'a pas justement qui empoisonne la situation. Cela se devait. Alors Dominique Audrey, pour vous,
Est-ce qu'il faut, comme Charles Amel l'a dit, on partage les charges? C'est-à-dire que si je paye 50 000 de loyer, vraiment, j'essaye de réduire pour que ça puisse, on puisse préparer la vie de cet enfant. Et vous, de votre côté, vous participez. Vous ne décidez pas d'abord dans mon argent pour commencer. Mais on parle de votre fils qui a enceinté l'enfant du locataire. Vous ne décidez pas dans mon argent. Ah, d'accord. Mais 140 000, vous me donnez. C'est à moi de voir ce que... Si c'était le restaurant que ma fille servait la nourriture et votre fils est venu manger et il a enceinté, vous allez venir manger tous les jours? Non. Sans payer? Non. Ou bien venir tous les mois demander? Non. Consensus, donnez d'abord mon argent. Écoutez, le respect, le consensus et tout le tralala que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Mais n'imposez rien. N'imposez rien. Charles Amel, je te dois... Vous venez de vous fâcher tout à l'heure, disant que le gars a enlevé la fille de quelqu'un qui l'a compensé à la maison et tout. Tout ce qu'on a dit. Vous riez maintenant. Or que tout à l'heure, à 5 minutes, vous étiez prêt à manger et à sauter sur l'individu en disant qu'il faut le traiter. Charles Amel. À son avis, c'est pas évidemment l'argent de mon loyer n'a rien à voir avec l'argent de la Layette, c'est ça? C'est votre fils. Vous venez dans ma boutique. Oui. Mon fils qui sait le week-end a enceinté votre fille. Désormais, vous venez tous les jours prendre le kilo de riz et les boîtes de sardines. Mais on parle quand même de votre petit-fils, Dominique Audrey. Où est le problème? Est-ce que j'ai dit que je ne vais pas m'en occuper? Non, je vais m'en occuper. Mais ne coupez pas mon argent. Vous êtes qui pour décider de comment est-ce que je vais repartir mon argent? Vous êtes qui pour décider de prendre... La Layette, c'est combien? Ça dépend. Il y a des layettes qui n'atteignent même pas 100 000. Non, vraiment. Arrêtez ça. Arrêtez, Dominique Audrey. On ne peut pas vous accepter ça. Nous sommes bantous, mais vous voulez nous faire... Attendez. Attends, laissez-moi finir, non? Oui, allez-y. La layette qui n'atteint pas 100 000. Attendez. Souvenez-vous de ces paroles, je reviendrai un jour. Oui, vous pensez qu'on sort d'où? Les quartiers dans lesquels on grandit nous mettent face à certaines réalités. Et c'est de ça qu'on parle. S'il y a des gens, s'il y a des gens qui font des layettes à 300 000, 400 000, écoutez, même à Mokolo, on vend les habits des bébés à 50 francs. On vend les habits 3 à 100 francs. Vous allez voir. Ah, c'est ça que vous trouvez pour l'enfant de Jean-Paul? Mon Dieu. Lui qui paye déjà les loyers à 140. Permettez à Dominique Audrey de poursuivre. Permettez à Dominique Audrey de poursuivre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Lorsqu'il prend l'argent en prétextant la layette de son fameux bébé là, c'est combien? 140 000 fois 3, je ne suis pas forte en calcul, ça fait 400 quelque chose, ou bien 380, 420 000 par là. 420 000, c'est le bébé de Jésus. Pour qu'il prenne jusqu'à 400 000 à lui seul. Et ça va faire combien de temps? 9 mois. Dominique Audrey, est-ce que vous n'êtes pas... Non, quand même. Ce que je dis, c'est qu'il faut respecter quand même le bailleur. C'est son argent. Vous ne savez pas comment il organise son argent. Donnez-lui d'abord son argent. Les affaires de bébé n'ont rien à voir avec le loyer. On va trouver comment on va s'entendre pour organiser la layette, si vous voulez, les visites et tout ça. Jean-Paul peut prendre de son argent. Peut-être il connaît des médecins. Peut-être il a des connaissances à l'hôpital qui vont s'occuper des visites de la fille. Peut-être qu'il attend aussi de voir l'enfant pour savoir s'il ressemble à son fils avant de commencer à s'en. Et ça vous donne le droit de prendre son argent? Ça ne donne pas le droit de prendre son argent. Il sait comment il peut organiser cette histoire. Non, Charles Amel. Il sait comment il peut organiser l'histoire, la venue du bébé. Mais ne touchez pas à son argent. Qu'est-ce que vous avez discuté déjà avec lui? Le code pénal camerounais, à son article 322, mentionne que si vous avez 2 mois d'arriéré, vous êtes passible de prison. Donc c'est déjà on a mis la non, le code pénal n'a pas dit en matière. Non, Charles. Le même code pénal dit qu'au moment où vous donnez la maison, vous cédez la maison au locataire, vous devez vous assurer qu'elle respecte les conditions. Non, permettez-moi. On a vu des locataires qui rentrent dans une maison parce que le plafond a eu, la pluie a endommagé. Il appelle le bailleur dit que mon argent ne souffre de rien. Tu arranges à tes frais parce que c'est toi qui vis. Le gars dit ok, je vais voir comment je vais te payer. Ils engagent un bras de fer juste à ce que le gars dit ok, enlève tant, tu m'envoies le devis, c'est moi-même qui vais venir régler. C'est le consensus. Nous sommes en Afrique. Ne mélangez pas dans les problèmes de la maison avec les problèmes de C'est un problème. Non, ça n'entre pas dans le loyer. C'est un problème. Et en même temps, j'ai dit que le loyer là, c'est le loyer de l'enfant qui va naître aussi. Ce n'est pas à vous de décider. Donnez mon argent, moi-même je vais donner.
Donnez-moi l'argent. Combien quand vous dites déjà qu'on peut faire une layette avec moins de 100 000. Je ne peux pas. Écoutez, combien à cet enfant? Non, vous êtes trop fort pour travestir. Vous êtes en train de travestir mes propos. La question, parlant de la layette, c'était pour dire la layette s'évalue à combien pour que à lui seul, il estime qu'il soit déjà à 420 000 francs de layette pour ce bébé. La layette du bébé, c'est combien? Pour qui décide de prendre spontanément. Il faut dire que le code pénal punit. Le choix de Jean-Paul n'est pas bon. Jean-Paul est déjà un prisonnier parce qu'il doit déjà 3 mois de loyer. Car ils sont pour sortir de cette rubrique. Pour sortir de cette rubrique. Je reste sur ma position, même si les hypothèses peuvent donner autre chose, mais le choix de Jean-Paul n'est pas bon. Il ne peut pas nous donner l'impression que c'est lui qui a envoyé sa fille tomber enceinte. Vous ne pouvez pas, après... Il est face à de nouvelles responsabilités. Il est face à de nouvelles responsabilités. Mais il y a un père pour cet enfant. Il va mettre le nom de qui sur l'acte de naissance? Si maintenant il a commencé à dire il va mettre le nom de qui? Quand Ténor est parti avec Erika, qu'est-ce que vous disiez sur ce plateau, Dominique Audrey? Qu'est-ce que vous disiez sur ce plateau? Non, il doit dire à ce père, là où l'enfant est parti, combien il a fait. Vous commentez ça sur ce plateau. On a dit c'est le consensus. Jean-Paul peut m'avoir pris cette décision, pas qu'il a mangé, l'argent n'a pas été posé au salon, hein, qu'il ne touche pas, permettez. Qu'il a fait ça parce qu'il veut laver la tête, le cerveau d'Emmanuel. C'est Emmanuel qui est monté sur sa fille. D'accord, mais ça, on parle de son fils quand même, si vous permettez. Bon, Megan. Les affaires, je vous ai dit, il faut découvrir le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Ça veut dire que chez nous, les affaires s'enchevêtrent. Voilà. Les affaires s'enchevêtrent. Vous ne pouvez pas régler le problème du loyer à part. Aller régler le problème de la grossesse à part. À régler le problème du petit-fils qui va naître à part. Quand ça arrive, on s'assoit. On regarde des connexions ici et là. C'est ça où vous allez voir peut-être que Jean-Paul a dit non, mon gars. Déménager. Voici tes 300 000 de loyer. En principe, parce que depuis là, ton fils, ma femme a fait des pourparlers avec ta femme. J'ai eu tel. J'avais décidé que. D'accord, ça veut dire que c'est la vie de la fille que tu as brisée. Et la vie de cette fille que tu as brisée. C'est sa fille. La vie de il n'y a pas deux personnes qui ne savent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas donné le loyer. Je m'interroge ce jour sur la question de la délivrance gratuite des passeports de service aux fonctionnaires dans ce pays. Le 17 juin 2021, le président de la République a signé le décret numéro 2021-347 du 17 juin 2021 fixant les conditions d'établissement des passeports après, il faut le dire, avoir lu à partir de l'article 13, avec un intérêt ce décret, force est de constater avec amertume la volonté politique manifeste du gouvernement de pousser le peuple à la révolte, à la colère, à l'énervement. La lecture de ce décret a surpris plus d'un de constater que le décret du président de la République ne mentionne nulle part que la délivrance du passeport et surtout du passeport ordinaire se fera désormais en 48 heures. Pourquoi avoir pris sur soi de parler de 48 heures? Peut-être parce qu'on voulait effacer la mention 110 000 francs CFA et faire allusion rapidement, on va le dire, à 48 heures. Devrait-on conclure que le président de la République a été sceptique vis-à-vis de la capacité du délégué général à la Sûreté nationale à produire ce type de passeport? Interrogation. Comment comprendre la délivrance gratuite du passeport de service et du passeport diplomatique pendant que la délivrance du passeport ordinaire s'obtient après acquittement des droits de timbre? Comment comprendre ces façons de fonctionner dans ce pays? Comment comprendre cette décision instaurée par le président de la République portant sur la délivrance gratuite des passeports de service et diplomatiques aux fonctionnaires de cette République? Comment peut-on comprendre que le président de la République
les présidents des institutions et membres du bureau. Notamment, on va parler de l'Assemblée nationale, on va parler du Sénat, on va le dire comme ça, du Conseil économique et social, les ministres et assimilés, les hauts fonctionnaires qui jouissent déjà de gros salaires, des avantages colossaux et des indemnités de fonction, de bénéficier encore de la délivrance gratuite du passeport pendant qu'on demande à un étudiant qui n'a rien et même pas de bourse, à un citoyen qui gagne le SMIC ou un salaire de catéchiste de payer une quittance de 110 000 francs pour se faire délivrer un passeport ordinaire. Non, non et non, dans un pays comme le Rwanda, chaque fonctionnaire paye parce qu'ils ont cette latitude. Surtout les hauts commis de l'État, ils payent parce qu'ils ont de l'argent pour ça. Les montants en termes de salaire pour ces hauts commis vont de 13 557 143 francs CFA à 7 028 571 francs CFA. Comment à ces personnes qui gagnent autant d'argent, on peut encore donner des passeports gratuits et pousser un jeune étudiant qui n'a rien à pouvoir débourser 110 000 francs CFA? Précisons que ces montants, en termes de salaire, pour ces directeurs généraux, ces hauts commis de l'État, ces députés et tout, ces montants comprennent les salaires mensuels de base et on va le dire, les indemnités de représentation, hôtels particuliers, tout ce qu'on peut dire. À cela vient s'ajouter pour ces hauts commis de l'État les avantages prévus par le décret fixant les catégories d'établissements et d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités, les avantages de leurs dirigeants. Ceux-ci sont composés d'un véhicule de fonction, des gardiens de jour et de nuit, la location d'ameublement et d'équipement, la prise en charge médicale et évacuation, les congés annuels, la prime de fin de mandat, les frais de mission, l'indemnité annuelle de fonction et la prime de résultat. Tout ça, c'est pour eux. Et encore au passeport, on vient les distribuer gratuitement. Comment donner encore donc ces passeports? Ces passeports gratuitement? Comment comprendre cette volonté politique manifeste du gouvernement de promouvoir et accentuer les disparités et les inégalités sociales? Comment comprendre que pour s'oxygéner, le gouvernement s'est empressé de s'acharner sur les citoyens en augmentant de près de 32% par la même pirouette les droits de timbre de poste, de timbre du passeport? À ce jour, de nombreux citoyens ne comprennent pas pourquoi les citoyens ordinaires payent le plus cher pour obtenir un passeport alors que les personnalités et autres dirigeants de haut rang ne déboursent même pas un copec. Revenons, s'il vous plaît, à l'essentiel. On a combien de hauts commis? On a combien de ministres? On a combien de députés? On a combien de sénateurs? On a combien? Si tout cela on calculait, pouvaient payer, même si c'était simplement 200 000 francs CFA, avec tout ce qu'ils ont comme avantage, est-ce que la caisse de l'État n'allait-elle pas se remplir? Justement, cette interrogation préoccupe plus d'un encore ce matin. Est-ce qu'on est là dans une politique ou encore dans un sens de pouvoir tout simplement assister davantage, étouffer et voire même assister tout simplement à la déchéance de ceux-là, justement, qui peinent même d'abord à pouvoir joindre les deux bouts et pouvoir encenser ceux qui sont déjà plus hauts, Maman Mengane? Ceux-là qui ont déjà tout, qui ont un train de vie justement qu'on ne cesse de déplorer. Parce que ça, il faut le dire, on parle toujours de cette façon à eux de pouvoir bénéficier de tous ces avantages, mais à côté, on ne cesse d'en rajouter. Aujourd'hui, ils sont acquittés de ce que, voilà, concernant ces passeports, ils ne doivent pas débourser un seul radis. Pourtant, la maman du coin, pourtant l'étudiant du coin, pourtant telle ou telle autre personne est contraint à débourser cette somme. Oui, moi je ne condamne pas le gouvernement pour cela. Je ne condamne pas. Il y a l'article 2, lorsqu'il y a un acte de nomination. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Il y a une nomenclature, je pense que l'ancien gouverneur Babacar Ahmad avait sorti un livre là-dessus. Il y a 3 catégories de passeports au Cameroun. Oui. Passeport ordinaire pour tout le monde. Il y a un passeport de service qu'on donne si vous avez un statut particulier comme fonctionnaire, et un passeport diplomatique pour les diplomates, pour ceux qui ont encore un statut beaucoup plus grand dans l'échelle sociale. Ce qui fait que
Moi, j'ai ma femme qui est diplomate. On va m'établir un passeport diplomatique. Précisément, le passeport de service, c'est quoi? C'est que le gouvernement peut avoir besoin de vous. Puisqu'en fait, quand vous êtes fonctionnaire, peut avoir besoin de vous. On vous envoie en mission, on vous envoie. Donc, vous pouvez aller en détachement pour un service de la République. Ce n'est pas votre passeport ordinaire qui vous servira de cela. C'est le passeport de service. Voilà, parce que ça vous donne... Et lorsqu'il se déplace personnellement, il utilise lequel? Juste, il doit utiliser son passeport ordinaire. Parce que le passeport de service, tout comme le passeport diplomatique, peuvent être retirés si demain vous n'assumez plus les mêmes fonctions et que le passeport était encore en cours de validité. Il y a souvent des communiqués, on vous dit, remettez le passeport, tout comme la maison de fonction, tout comme le véhicule de fonction, tout comme j'allais dire, les vigiles qu'on peut mettre à votre disposition des femmes de ménage et tout. Si le décret qui vous met à cette fonction-là vous est retiré, vous devez remettre tous ces avantages-là et les laisser à l'État. Donc, je ne vois pas d'ambiguïté à cela. Donc, même le poste qu'on fait le mari et la femme, y compris les enfants. Y compris les enfants. Je ne sais pas ce qui est fait. Y compris les enfants. C'est-à-dire que c'est un statut que citoyen, parce que ayant atteint un niveau de service dans l'administration publique, peut en bénéficier. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est ordonnancé dans le... Alors, Dominique Audrey, pour vous, est-ce que c'est vraiment, comme le diront certains, pousser le peuple à la révolte, les irriter davantage, de savoir que vraiment, il n'y a rien qui soit fait par les autorités en charge pour améliorer leur cadre, leurs conditions de vie, et pour des choses aussi, vraiment, quand qui relève de l'identité de quelqu'un, on vous demande de débourser de l'argent, quand à côté de vous, il y a des personnes qui ont tout, qui continuent d'en avoir. Ou alors on dira comme Momo Bengan, justement, ça fait partie des avantages liés à la fonction qu'occupe chacun de ces fonctionnaires. C'est problématique. Peut-être c'est normal que lorsqu'on est un fonctionnaire, un militaire ou un civil, un parlementaire, et qu'on doit aller en mission, qu'on ait un passeport diplomatique, ok, c'est normal. Mais maintenant, à côté de ça, ce qui pose problème, c'est le coût qu'on applique, par exemple, aux étudiants camerounais, qui, eux, n'ont pas les possibilités d'avoir le montant d'un passeport. Aujourd'hui, on demande combien? Plus de 100 000 francs pour avoir un passeport. Oui, on a 110 000 on sait pratiquement. Quelles sont les conditions de vie de certains étudiants. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'avoir de famille qui les soutiennent pour pouvoir payer, même ne serait-ce que les premiers 50 000 des premières, deuxièmes années. C'est souvent compliqué. Il faut multiplier les travaux. Il faut les voir s'aligner au restaurant de l'université pour manger 100 francs. Il faut voir comment ils font la plongée, parfois dans des petits business à côté. Il faut voir comment ils font les vacations. Il faut voir comment ils font les cours de répétition. Et jusque-là, ils ne s'en sortent pas. Je crois que même pour les étudiants qui sont au Maroc, il faut renouveler, Charles Hamel. Et on leur demande de renouveler. Ce sont les mêmes étudiants qui sont en train de dormir généralement devant l'ambassade et qui n'ont rien, qui ont besoin d'argent pour renouveler leurs papiers. On leur demande de payer. C'est ça qui pose problème. Le problème, c'est qu'on se serait attendu à ce que la classe des étudiants, par exemple, les personnes qui travaillent, on peut trouver comment leur faire payer ça. Mais les étudiants n'ont rien. Ils n'ont pas de revenus. Dans d'autres pays, les étudiants bénéficient d'un certain accompagnement, de certaines commodités. Mais ici, chez nous, c'est la débrouillardise au point où d'aucuns sont obligés d'arrêter parfois les études parce qu'ils ne peuvent pas pousser. Donc, on se serait attendu à ce que notre classe dirigeante se penche sur le cas de ces étudiants-là. Est-ce qu'on devrait rester seulement focus sur les étudiants? Il y a tellement de personnes également qui sont dans le besoin d'avoir un passeport. Est-ce que pour vous, là où le bas blesse justement le plus, c'est sur le fait que plus le temps passe, plus on le fait que justement augmenter les frais pour pouvoir aujourd'hui s'approprier ou encore entrer en possession du passeport? Tout le monde ne voyage pas.
tout le monde ne voyage pas. Les étudiants, eux, sont amenés à voyager parfois pour les études, parfois pour des stages. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, oui, il faut essayer de soutenir ces enfants-là. Si on ne peut pas leur donner des bourses comme ceux qui pleurent tous les jours parce qu'ils se sont retrouvés à l'étranger abandonnés, au moins alléger d'une certaine façon avec ces charges-là. C'est simplement ça. Maintenant, pour le reste, on a des emplois. Dans d'autres pays, ça coûte moins de 50 000 francs. On se serait attendu à ce que les passeports soient vus, le coût soit vu au rabais à ce niveau. Alors, Charles, est-ce qu'on serait tenté de parler d'inégalité sociale quand même que ou encore le pays, ou encore le gouvernement, ou encore ces autorités tentent de pouvoir nous faire avaler quand on sait que sous d'autres cieux, vraiment, les fonctionnaires, que vous soyez fonctionnaire ou pas, ben, monsieur, vous vous alignez comme tout le monde, vous passez à la caisse. Alors, il faut calculer... Momoka a abordé la question de la norme. La question de la norme. Mais lorsque vous rentrez dans le fond, vous vous rendez compte que les ministres qui vont en déplacement, avec tout un cortège, un lot de personnes qui drainent. Lorsque le chef de l'État doit se déplacer, il y a tout un cortège de personnes qui drainent. C'est rapidement qu'il faut établir des passeports de service parce qu'on est en mission, il faut partir, on est avec le chef de l'État, entre guillemets, on est avec le Premier ministre, on est dans les délégations. Mais quand vous allez calculer cette rapidité avec laquelle on vous parle de passeport de service, à la fin, vous vous rendez compte que les gens l'utilisent. Ce sont des passe-droits que les gens utilisent pour pouvoir se permettre une sorte de vie, une sorte de grandeur en termes de vie. Vous allez voir les détenteurs parfois de ces passeports, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec sa fonction. Ils sont pleins qui sont là, qui en bénéficient, qui ont reçu, mais qui n'ont rien. Ça n'a rien à voir parce qu'il est derrière X, parce qu'il est derrière un Y, on lui établit. Vous allez au ministère des Finances, vous allez au ministère des Relations Extérieures, vous allez au ministère de la Culture. Il y a plein de ministères où vous avez des gens qui se baladent avec ces différents passeports. Pourtant, au fond, permettez-moi de vous dire, ils n'ont rien à faire. Ils traînent là, ils ne sont pas dans le droit de l'avoir. Et par conséquent, ça fait un manque à gagner sérieux dans les caisses de l'État. On devrait réserver, oui, on va dire le président de la République, il a droit. On peut être d'accord. On peut prendre encore même 2 ou 3 personnes des institutions. Il y a des personnes qui ont droit. Mais que vous descendez, vous voyez des chefs de service. Vous voyez, vous demandez, bon, tu as le passeport de service. Tu as voyagé combien? Il détient un passeport, mais il n'a jamais voyagé. Passeport de service, il a accompagné une fois, été dans une délégation, on a fait de manière express. Donc c'est ça qu'il faut réglementer, c'est ça qu'il faut ramener en disant, mais bon Dieu, on a besoin que l'argent rentre dans les caisses, vous aussi vous devez vous acquitter, et de manière exceptionnelle. Bon, on a dit qu'on peut retirer. Oui, mais quand vous avez un agent, un simple agent de bureau, qui se retrouve à avoir un passeport de service, dites-moi, ça lui sert à quoi? Non, il était en déplacement. Ils sont en train de là abusivement. Ils utilisent abusivement. Oui, ils utilisent abusivement. Il y en a qui utilisent abusivement. Mais le problème du passeport de service est aller même jusqu'aux fédérations sportives. Ça, ce n'est pas un abus. Beaucoup avaient pensé à un abus. Vous êtes à la fédération du judo, de boxe, c'est pas moi, de foot, où il y a des compétitions à faire. Et parce que vous êtes président ou rapporteur, ou même les membres de la commission des compétitions. Les membres même du bureau même. Oui, 12 et 17 membres du bureau, vous avez un passeport de service. On peut permettre au président. Mais si, parce que c'est ça, parce qu'on avait discuté de ça un jour dans la fédération sportive. Il y a les nomenclatures dans le voyage. Une équipe nationale qui voyage doit avoir un responsable du matériel, doit avoir un responsable de ceci. Nous, on voit souvent des joueurs, des encadreurs et tout. On oublie que cette nomenclature, il faut quelqu'un qui a la charge du matériel. Ici, chez nous, on peut l'appeler comme on veut, mais on voudrait ça. Il y a cette nomenclature. Donc, il y a des gens, peut-être parce qu'au ministère ou dans telle institution, vous appartenez au service de la coopération et de ceci, on ne l'avait pas le trouver aussi dans les universités. Service de la coopération, développement, service de ceci, vous devez tous avoir un passeport de service, mais qu'on l'utilise avec un ordre de mission. C'est-à-dire que si vous allez en congé, parce que vous êtes en congé normalement, oui, votre fils ou votre fille vous dites retrouvez-moi au Canada, à Paris, vous ne devez pas utiliser le passeport de service. Est-ce que c'est donc ce qui est fait? Ce n'est pas ce qui est fait. C'est donc à la police des frontières de veiller. Vous utilisez un passeport de service accompagné d'une lettre de mission. S'il n'y en a pas, vous utilisez votre passeport ordinaire. Donc vous, comme on dit, vous êtes comme un citoyen. Pourtant, on va bien remarquer. Même au niveau de la diplomatie. Il y a ce qu'on appelle
diplomate plénipotentiaire. Même si vous n'avez pas un poste, par exemple, tu es chef service au ministère des Relations extérieures, vous allez conserver votre passeport diplomatique à vie. Votre mari aussi, si vous êtes femme. Si vous êtes femme, si c'est un homme, sa femme aussi, il n'aura même pas les enfants qui ont déjà atteint l'âge de la majorité, n'auront plus. On doit leur retirer les passeports. Est-ce que ces personnes qui utilisent les passeports diplomatiques prennent encore sur elles des passeports ordinaires? On se pose également cette question. Dans tous les cas, on reviendra en deuxième partie de ce programme pour en parler. Vous écoutez ou encore vous regardez votre programme 10-12, le Zénith. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Très bonne ambiance, hein, je vous le dis, aussi bien en direct qu'en off. Vraiment sur ce plateau, ça se vit tellement bien. Et vous à la maison, vous qui nous regardez dans les bureaux, un peu partout, dans les stations-service et bien d'autres lieux, on espère que vous prenez plaisir à regarder ce programme et à participer, oui, parce que vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Alors, avant de se quitter, il y a un instant, on parlait justement de cette délivrance gratuite des passeports, justement à certains de ces fonctionnaires au Cameroun, et justement le problème de gratuité qui pose problème. Avec vous, Karine Santia, j'aimerais bien comprendre, est-ce que le fait de parler de cette gratuité, justement, à ces fonctionnaires n'a pas ouvert la porte au désordre? Parce qu'on est d'accord, oui, c'est lié à vos, ça fait partie des avantages que vous devrez avoir, mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser cela abusivement parce qu'on donne ça à tout le monde? Justement, c'est à partir de là que le problème se pose, parce que vous ne pouvez pas avoir un fonctionnaire qui veut voyager, par exemple. Oui. Il a une mission qu'il pourrait aller faire facilement tout seul et rentrer. Il décide de partir avec toute sa famille, ses cousins, ses tantes, et arriver là-bas, il laisse ses temps et il rentre. La plupart font ça. Donc, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne le font pas. Vous voyez parfois quelqu'un qui n'est même pas d'un domaine, mais c'est lui qui a le passeport de service pour voyager pour une rencontre concernant un domaine qu'il ne maîtrise pas. Et l'ordre de mission même parfois n'existe pas. Pourtant, l'ordre de mission devait rimer avec ce genre de passeport pour qu'on puisse savoir qu'effectivement, vous êtes en train d'aller en mission. Mais il faut pas que les gens confondent le passeport diplomatique au passeport de service. Le passeport de service, c'est le passeport pour tout fonctionnaire lambda qui n'a rien à voir avec les missions diplomatiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché, par exemple, au ministère des Relations extérieures ou à une ambassade, oui. Mais à une ambassade, mais qui est appelé à aller effectuer un travail à l'étranger. Et là, il a besoin d'un passeport de service. Et c'est rapidement fait parce que c'est gratuit. L'article 6 du décret instituant le passeport de service dit que c'est gratuit. Donc, il le fait gratuitement et certainement, ça doit aussi être rapide. Voilà, il n'y a pas que les fonctionnaires, même vous. Par exemple, vous pouvez être là, on est en train d'organiser la CAN. On vous met par exemple la commission de matériel. Et il faudrait que vous alliez, vous les membres de la commission, oui. Le gouvernement a l'obligation de vous décerner le passeport de service qu'on retirera juste après la compétition. Après la mission. Après la mission, après la compétition. Mais là, mais dans la loi, on nous dit que ça a une durée de 3 ans. Oui, c'est la durée. On peut même renouveler. On peut renouveler. Mais dès que la mission est finie, on veut... Donc, ça veut dire que la mission peut durer 6 mois, vous rentrez, on récupère votre passeport, ou bien on vous laisse avec votre passeport. On vous laisse d'abord. On vous laisse avec pendant 3 mois. Parce que la mission peut durer même 2 mois. Vous rentrez de votre mission parce que ceux qui sont appelés à la mission, par exemple, les fonctionnaires civils, militaires, les agents de l'État pour des raisons de service ou encore les personnes chargées par un département ministériel d'une mission importante. Donc, ça dépend vraiment de qui vous êtes. Vous pouvez être militaire ou secrétaire généraux dans des ministères, les conjoints et les enfants mineurs non émancipés, attachés militaires, conseillers économiques, culturels, financiers auprès des missions diplomatiques et adjoints, toute autre personnalité agréée par le président de la République. Donc, n'importe qui. C'est-à-dire que même un individu lambda qu'on a pris dans la rue, on trouve qu'il a quelque chose. Par exemple, Gando Piquet, par exemple, peut bénéficier d'un passeport diplomatique s'il doit... de service. S'il doit aller... Passeport de service. S'il doit aller, par exemple, en Angola pour une rencontre. Depuis 2002, on le considère comme la mascotte des Lions indomptables. Donc, en principe, Ngando Piquet devait avoir un passeport de service. Voilà. Avec son équipe facilement identifiable. Sauf que dans la situation actuelle, les personnes qui ont souvent ce passeport diplomatique l'ont pour un travail que nous ne pouvons pas vraiment vérifier. Le passeport de service, pourquoi moi-même je m'embrouille?
qui bénéficient souvent de ces passeports de service, les ont pour des raisons que nous pouvons aussi parfois juger et qualifier parfois de pas normal. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui part en une mission et il part avec un cortège de 10, 15, 20 personnes. Dans ce cortège-là, il n'y a pas forcément sa femme. C'est pas parce qu'on a dit que les enfants mineurs peuvent y aller. Non, c'est parfois les cousins, les cousines, les oncles, les tantes qu'il avait promis qu'il va vous faire voyager. Il vous fait voyager tous. Et il rentre sans eux. Non, aussi. parfois il rentre pas avec. Le but, ce n'est pas de rentrer avec ces derniers. Le but, c'est qu'ils aillent là-bas se débrouiller. Ils ne rentrent plus avec Mais vous. c'est à tort, malheureusement. Ils le font, ils sont nombreux à le faire. C'est des écarts de comportement. C'est la gratuité, donc non encadrée qui c'est la gratuité qui occasionne ça. tous ces aidants. On peut dire, vous avez besoin d'un passeport, vous allez à la caisse, monsieur, comme tout le monde. Vous payez. Peut-être que ça aurait freiné ce genre d'élan, ce genre d'écart de comportement qu'on aurait observé à utiliser cela abusivement. C'est le renouveau qui nous a mis dans cette situation. Oui, c'est le renouveau parce que c'est pas, il veut seulement, j'allais dire, réaménager les textes, les réorganiser. Lorsque votre statut vous donne accès à un passeport de service, Oui. on est listé. Vous êtes listé. Il y en a qui peuvent aller avec des enfants mineurs. On peut même leur accorder des congés par rapport au statut que vous avez. Mais dès lors que vous ne bénéficiez plus de ce décret, on vous retire ce passeport normalement. Et même lorsque vous l'avez, vous voulez voyager avec vos enfants, vous devez justifier pourquoi les enfants sont en train de voyager avec ce passeport. Parce qu'en fait, c'est les enfants mineurs. Quand un enfant est déjà majeur, il n'en bénéficie plus. On lui retire, même s'il en avait et il n'avait pas voyagé pendant les 3 ans de la durée de ce passeport, il atteint déjà 18 ans. On doit retirer ce passeport-là. On ne doit pas lui rester parce que la validité continue. Non, vous perdez normalement. Et là, c'était respecté avant. C'était respecté, on ne pouvait pas voir... Qu'est-ce qui explique donc le relâchement? Qu'est-ce qui explique ce relâchement maintenant? Qu'on observe malheureusement c'est le règne de la débrouillardise qu'on a institué et du vol... des passe-droits, ainsi de suite. Et c'est ça qui plombe le pays dans la situation de désastre permanent où nous nous trouvons. D'accord, on va prendre les réactions SMS à l'instant avec Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour, moi c'est Alain depuis Yaoundé. Certes, j'ai le devoir de m'occuper de la layette, mais on ne doit pas m'imposer comment la faire. Payer mon loyer normalement. C'est à moi de décider comment faire la layette de la fille. Il ne faut pas créer une confusion. L'essentiel, c'est que la layette soit faite. Non, ce n'est pas l'essentiel. Justement, c'est ça la complexité des problèmes. Demain, on va se retrouver avec un enfant de la rue. Précisément parce que les mamans, l'histoire ne nous donne pas ce qu'ils ont dit. Les papas sont en train de se quereller. Le garçon tourne le dos. Voilà comment l'histoire... La rue n'a jamais enfanté dans une maternité. Mais voilà un enfant qui a un grand-père qui est propriétaire de loyer Et un grand-père qui a un fils qui a décliné. Il dit que lui n'a jamais donné de grossesse. Bon, vous voyez comment... Et justement, c'est cette déclinaison-là, ce délitement social que le consensus doit régler. Dominique Audrey. Bonjour, le panel Jean-Paul doit d'abord payer l'argent du bailleur car 3 mois c'est beaucoup et c'est pas le bailleur qui a enceinté sa fille. Je ne suis pas d'accord avec les hommes du plateau. Moi je suis d'accord. Votre fils va aller voler. On va revenir, vous allez dire faites de votre fils, faites de mon fils ce que je veux parce que ce n'est pas moi qui ai volé. Le message, Dominique Audrey. Moi, je suis d'accord avec le père de la fille. Je suis même d'accord avec monsieur. Je m'interroge grâce à Dieu. Et je vous écris depuis Douala, Cameroun. Je vous écris à Yassa. Pour l'exploitation des enfants, il faut que l'Assemblée nationale vote une loi contre les enfants de moins de 18 ans au commerce ambulant. Envoyés par leurs parents. Barnabas de village. Il y a une loi, non, qui réglemente l'âge du commerce. Oui, justement. Oui. Il y a une loi. 14 ans et 16 ans. Bon, elle avait 13 ans. C'est très peu de parents aussi sont bruns. En tout cas, même s'ils sont informés, vous diront que justement, le contexte économique aujourd'hui ne permet pas qu'ils gardent ses enfants parce que ces derniers, désormais, doivent participer justement à la scolarité et tout ce qui va avec. C'est nous qui avons dévoyé en principe les enfants, comme dit Charles Hamel, jusqu'à l'âge de 18 ans, vous devez aller au village. C'est pour cette raison qu'on avait institué le travail manuel dans des établissements scolaires.
le Cameroun est un pays agricole. C'était un tout. Donc, tous les enfants, ce n'est pas parce que papa est DG, quelque part que logiquement, oui, votre stage de vacances peut en vite. Que ferez-vous lorsqu'on va vous demander de défricher la cour de l'école, alors que vous n'avez jamais tenu la houe et la machette? En principe, tout le monde devait aller au village à un moment donné. Pendant les vacances. Dominique Audrey. Les récoltes. Voilà. Bonjour au plateau. Mon papa a une maison en location à EDA et je suis locataire comme les autres parce que j'ai compris que c'est son marché. Et à travers cette maison, il prend soin de mes petits frères et sœurs et de sa femme qui est ma mère. Donc, le monsieur doit payer sa location et le bailleur prépare le trousseau et la dot si JP l'exige. Rocard depuis EDA. Kenel, depuis Douala, le gars doit assumer ses responsabilités. S'il joue demi-fois, c'est pas le nombre de fois qui fait la grossesse. Le parent refuse la responsabilité. Il faudrait qu'il fasse vraiment ça pour s'occuper de son enfant. Je suis du même avis que lui. Et si en lui donnant ton argent, tu ne t'occupes pas de ma fille, que vais-je faire? Et si en donnant ton argent, tu ne t'occupes pas de ma fille, que vais-je faire? Donc, ça veut dire que pour lui, il est obligé. C'est une mesure plutôt, peut-être que nous qualifierons de drastique, mais importante pour être sûr que l'enfant arrivera dans de meilleures conditions. Oui, et maintenant, il faudra donner un statut à l'enfant. Parce que, comme le veut le nom, quand nous on dit quand la femme va verser l'eau, donc quand elle va accoucher, il faudrait bien qu'on sache qui est le père de l'enfant. Ok. Maintenant, vous prenez l'enfant, vous faites quoi de la fille? Tout ça, c'est pour parler. C'est justement parce qu'on sait que ça va arriver qu'on commence par le consensus. On ne sort pas, non, ne me posez rien, moi je vais payer. Non, nous on ne connaît pas vos choses de bagarre. Ok. Ce locataire est juste immature. Dans ce cas propre, il devrait s'asseoir et en discuter. Et étant donné que l'enfant du bailleur a joué 2 fois, il est un potentiel père, car un proverbe chez nous dit « Seule la mère connaît le père de son enfant ». La layette, Charlamel, la layette est fonction de ses moyens. Moi, j'ai fait la layette de mon enfant à moins de 100 000 francs. Il y a la friperie très moins chère et de bonne qualité. Donc, il faut savoir fouiller, c'est vrai. Je crois qu'il y a des hommes qui vont commencer à noter ça avec... Non, la layette est fonction de ses moyens. Moi, j'ai connu une fille qui a fait sa layette dans 2 sachets de plastique de 50. Et ses enfants avaient des Mais on est d'accord que... On est d'accord, mais... Il ne faut pas non plus envoyer les hommes voler parce que vous voulez... Il faut qu'on soit quand même d'accord les berceaux et les pour bassines accueillir normalement les un enfant, il faut débourser un peu plus. On fait avec ce qu'on a. Oui, mais... Privilégier l'hôpital. Vous vous souvenez, sur ce plateau, on parlait des dots à 100 000 francs. Dominique Audrey Yengeleka dit que... Quoi? Pourquoi vous mélangez les choses? Je ne mélange pas, je reste sur ne le mélangez terrain. pas. Si un homme est capable de donner... Ce même jour, on a parlé de la venue d'un enfant. Qu'est-ce qu'elle avait tenu? Aujourd'hui, on dit que même a acheté des habits de 50. Non. Franchement, il ne faut pas maudire l'arrivée de ces enfants. Non. Je dis bien, il ne faut pas maudire. Vous dites sur le plateau qu'on va acheter un habit de 50 francs pour habiller. Non, pour un nouveau-né. Franchement, on ne peut pas. On ne le souhaite à personne. Lorsqu'on débat les habits, oui, on ne le souhaite à personne. Lorsqu'on débat les habits chez son enfant et donner un vêtement de 50 voilà. Et quand vous n'avez donc pas les moyens, vous volez. Mais après, c'est pas un... Mais il y en a qui ont... Il y a un grand-père qui est... Vous faites comme si vous vivez sur Mars. Non, on débat les habits. Mais là, on est dans il y a un grand-père qui est bailleur. Où il y a des fonds, mais qui peinent justement à être affectés pour la cause. Ah bon? Et c'est vous qui décidez dans la main de quelqu'un. C'est aussi son petit-fils, non? Il fallait retenir le sexe de ton fils. On a vu un homme, un jeune Camerounais épouser une femme et mettre les moyens qu'il faut. Si vous avez les moyens de doter une femme à 50 millions... Il n'a pas pu retenir le sexe de son fils. Il a envoyé son fils balader son sexe n'importe comment. Il assume. Envoyez-le en prison. Est-ce que lorsqu'un enfant vraiment va faire crac-crac, il dit au revoir à ses parents, bon. Voilà, quand il le fait donc, vous assumez. Ça. Vous assumez, vous dites, j'ai manqué l'éducation. C'est ça que je vous rappelle toujours, que les Africains évolués comme vous avaient vu cette décadence-là et ils ont organisé un colloque à Yaoundé du 6 au 11 avril 1987, la famille en Afrique noire. Et c'est le premier jour où on commence à utiliser le terme de la parenté responsable. Ça encadre là, ça commence par là. D'accord. Dominique Audrey, un dernier message avant d'accueillir ces partenaires qui nous rendent visite ce matin. Oui, bonjour à vous sur le plateau. À la place de Monsieur Emmanuel, j'arracherai juste 4 feuilles de tôle au niveau de la chambre pour faire comprendre aux locataires que l'argent est précieux.
et qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas. Edith, depuis Tam Tam... Entre l'argent et la vie. Je prélève l'argent sur le loyer, je remets les tôles. Vous enlevez, finalement vous aurez un gras de tôles. Franchement, on va marquer une courte pause. Le temps pour nous d'accueillir M. Ngondi Georges et Mme Wandie Hermine pour parler bien sûr de CFP ADAX. Tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois le bienvenu au CFP ADAX, centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds. Des hommes et femmes tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. Prochaine rentrée académique ce 20 septembre 2021. Nos spécialités: formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation: 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Les inscriptions sont ouvertes pour la session du 20 septembre 2021 prochain. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts: Douala 673 27 24 77, Bafoussam 699 84 53 64. CFP ADAX, une formation, un métier, un emploi. Voilà, on est heureux encore ce matin de vous accueillir, messieurs et dames, pour parler justement de CFP ADAX. Bonjour à vous déjà. Bonjour madame, merci. Alors, est-ce que les femmes peuvent suivre cette formation au CFP ADAX? On est curieux de savoir. Oui, pour ceux qui sont en train de nous voir aujourd'hui, en fait, de visionner Equinox, cette partie de l'émission aujourd'hui, CFP ADAX d'abord est un centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds. Nous avons déjà plusieurs fois martelé ici. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les femmes peuvent également se faire former? Oui, encore oui. Surtout que nous sommes au moment où les femmes aimeraient toujours tout faire, aimeraient être partout. Oui, l'occasion, vraiment le tapis est vraiment rouge là-bas pour le métier de conducteur d'engins lourds. Les femmes peuvent très bien, et elles conviennent même d'ailleurs puisque les engins que nous avons aujourd'hui n'ont plus besoin de muscles. Les joysticks et bien d'autres touches là ont besoin d'être caressés, seulement caressés. Mesdames, vous serez la bienvenue dans ce corps de métier de conducteur d'engins lourds. Et d'ailleurs, les entreprises aiment le genre dans leur milieu beaucoup plus en sollicitant d'abord les conductrices d'engins lourds. Donc, les femmes, mesdames, vraiment, sortez de votre limite, bousculez les barrières. On vous attend aussi dans la conduite des engins lourds. Tout est possible et encore, vous convenez plus. Et maintenant, concernant justement ces différents engins, lesquels justement sont étudiés au cours de cette formation? Merci madame, parce que cette question est très importante, parce que quand on parle des engins, les sollicitations sont diverses. C'est vrai que ces engins ont un dénominateur commun sur le plan pédagogique, sur le plan même structurel, ils ont un dénominateur commun, mais les terminologies ou bien c'est à la suite de la formation que se posent les différences. Ok, en termes d'engins, nous avons des engins de levage. Et dans les engins de levage, nous avons les grues à flèche télescopique, nous avons les grues à flèche treuillie, nous avons les grues à tour pour les grands chantiers, les immeubles que vous voyez souvent là dehors. Nous avons aussi les chariots porte-conteneurs, nous avons les Richteker, nous avons les chariots télescopiques, nous avons les chariots élévateurs, généralement dans les magasins et dans d'autres endroits. Maintenant, nous avons aussi les engins de génie civil. Dans le cas des engins de génie civil, nous avons les engins d'excavation et de chargement. Les engins d'excavation et de chargement, on peut citer la pelle excavatrice, la pelle hydraulique, généralement connue, la chargeuse sur pneu, le tractopelle. Maintenant, les engins de production et de mise en œuvre, les engins de finition aussi. Nous avons la niveleuse, nous avons le bulldozer, nous avons le compacteur. Nous avons aussi les engins de transport des matériaux. Nous avons, dans ce cadre, nous avons les porte-engins, nous avons les camions à benne, nous avons les décapeuses.
Voilà un peu ce que nous pouvons citer. Mais toutefois, nous avons aussi d'autres engins que nous n'avons pas énumérés dans le cadre de cette émission et sur lesquels nous formons aussi des gens. D'accord. Et maintenant, les conditions pour suivre une formation en conduite d'engins lourds au CFP ADAX, ça se passe comment? Ok, bonjour à vous et bonjour chers téléspectateurs. Bonjour, on dit Hermine. Pour les conditions, déjà, premièrement, l'apprenant doit avoir plus de 18 ans. Et il doit avoir le BPC, minimum le BPC. Et pour le reste, pour la constitution du dossier, nous prions aux apprenants de passer au centre pour plus de renseignements. Merci. Et justement, parlant de ce centre, sont situés les différents sièges du CFP ADAX et les contacts? Oui, nous avons 2 centres. Nous sommes à Douala, à Deido, en face ancien ISES. Et nous répondons au 673 27 24 77. Et à Bafoussam aussi. Nous sommes situés au marché A, en face à Freeland First Bank. Nous répondons au 699 84 53 64. Donc, on comprend avec vous que les personnes qui nous écoutent du côté de l'Ouest ne sont pas en reste, ou encore du moins dans la sous-région Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on partage avec eux ce matin? Oui, ceux de l'Ouest également sont priés de venir s'inscrire. Nous avons également pensé à eux. Ils peuvent passer au centre pour s'inscrire. Nous avons un centre là-bas ouvert pour eux. Et également, ceux qui sont hors du pays, ils peuvent venir s'inscrire parce que le gouvernement camerounais autorise cela. D'accord. La date de la prochaine session et la date de clôture des inscriptions au CFP ADAX? La prochaine rentrée, c'est le 20 septembre 2021. Et nous clôturons les inscriptions le 5 septembre 2021, au plus tard, 15 heures précises. Alors, M. Ngongue Georges, pour sortir? Pour sortir, madame, une très bonne sortie. J'interpelle encore, mesdames. Mesdames, l'opportunité, le tapis rouge vous est déroulé. Il faut en jouer. Le métier de conducteur d'engin lourd, c'est votre métier aussi. Et comme je vous avais dit ici dernièrement, c'est un métier qui nourrit son homme. Donc, tout le monde, les parents, c'est encore une dernière interpellation parce que ma collègue vient de vous dire que la fermeture des inscriptions, c'est le 5 septembre. Et je vous ai dit qu'avec notre sérieux dans la pédagogie que nous avons adoptée pour la formation, dans le cadre de notre formation, à partir du 20 septembre, les cours vont commencer. Et en matière d'engin lourd, chaque point et chaque minute compte. Parce qu'il n'y a pas d'erreur là-bas. Il n'y a pas d'erreur. On n'apprend pas, on ne fait pas des erreurs. Ce n'est pas la voiture qui, avec un moniteur à côté de vous, non. Avec les engins lourds, c'est la même formation, le même profil que les conducteurs des avions. Il faut d'abord, on passe par la simulation, et puis avant que vous ne pratiquiez. C'est un peu ça que nous apportons, un peu comme... et l'interpellation est sous-régionale. Elle est nationale, elle est sous-régionale. Merci, merci pour l'accueil. Merci à vous de nous avoir rendu visite. Voilà, on espère se retrouver encore plus régulièrement. Merci, madame. Tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois le bienvenu au CFP ADAX, centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds. Des hommes et femmes tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. Prochaine rentrée académique ce 20 septembre 2021. Nos spécialités: formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation: 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Les inscriptions sont ouvertes pour la session du 20 septembre 2021 prochain. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts: Douala 673 27 24 77, Bafoussam 699 84 53 64. CFP ADAX, une formation, un métier, un emploi.
De retour sur ce plateau, nous sommes mardi 17 août 2021. Hier, on a tous vu, lundi 16 août, le chef de l'État, justement avec son épouse, regagner donc Yaoundé après un séjour privé du côté de l'Europe. On a vu justement le chef de l'État avec son épouse, Karine Santia, arborer un masque. C'est une image plutôt rare, disons même peut-être la première. Est-ce qu'il est peut-être en train d'éviter cette troisième vague qui pourrait ressurgir parlant de cette pandémie de Covid-19, Karine? Vous écoutez souvent la chaîne nationale. Oui, bien sûr. Il y a un moment, on fait un arrêt, oui. On lance le message du chef de l'État où il demande de porter les masques et puis on continue ce qu'on a à faire. Donc, comme quoi? Dites-vous que c'est la même chose, quoi. Il montre l'exemple. Oui, mais bon, oui, il montre l'exemple. On l'a rarement vu comme cela. Arborer cela. Mais il y a la Covid. Ça ne date pas d'aujourd'hui, justement. Là oui, c'est vrai que pendant même le plus fort niveau de la pandémie, il recevait au palais sans masque, c'est les invités qui portaient le masque et tout. Mais après, je pense qu'il venait de l'extérieur et il est clair que aux portes du Cameroun, c'est là où on contrôle beaucoup. Non, le chef de l'État, il avait porté le masque lors des obsèques de sa sœur. Oui. Je pense. Voilà. Quand il va dans des lieux publics, il porte le masque. C'est un citoyen qui tient à sa santé. Pour ça, je le reconnais, il faut respecter cela. Maintenant, quand il reçoit les gens, justement, il y a, avant d'arriver, avant que les invités n'arrivent chez lui, à son niveau, ils sont inspectés, et il ne les salue pas. Donc, il reste à distance considérable pour pouvoir discuter. Dans tous les cas, sa présence rassure, bien évidemment, justement, sur cette tenue ou encore ce sommet extraordinaire de la CEMAC qui se tiendra demain. On aimerait bien savoir pourquoi le Cameroun, justement, peine à jouer son rôle de locomotive, Charles Hamel, de la CEMAC. Comment vous voulez devenir la locomotive de la CEMAC lorsque vous avez des pannes, vous avez un mauvais rail, vous avez un mauvais conducteur, vous avez de mauvais employés, vous utilisez même le charbon encore à des moments pour pouvoir faire avancer. Non, le Cameroun, aujourd'hui, à une certaine époque, tenait la barre parce que tout était florissant, on était en plein épanouissement, on se préparait à atteindre l'apogée. Mais regardez aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, de transport, calculer le nombre d'accidents, regardez le secteur de manufacturier, c'est à quel niveau on importe tout, le cul, on importe, regardez le secteur industriel, on a quoi, regardez le secteur énergétique. Sur le secteur, on vit encore au rythme des coupures de courant, on vit encore au rythme de puiser l'eau, on vit de l'eau du puits, l'eau de forage. Imaginez-vous, on était en train d'atteindre le pic, on se retrouve à chuter. On a une instabilité dans pratiquement 6 régions. Nous avons le nord-ouest, le sud-ouest, nous avons l'extrême nord, le nord, nous avons l'est, la région de l'est. On est entouré, le vivre ensemble est compromis. Vous ne pouvez pas penser gravir, permettez-moi l'expression, gravir une colline lorsque vous avez les ampoules aux pieds. Le Cameroun a des ampoules, de sérieuses ampoules aux pieds. Il serait temps que le Cameroun se regarde, lui qui était le siège de toutes les institutions régionales, qu'il se regarde, qu'on essaie d'apaiser, de revenir au système de paix avant de pouvoir se reprojeter. Vraiment, on a encore du travail à faire. D'accord, justement, quand on parle de ce sommet de la CEMAC, on pense justement à cette question qui reste toujours d'actualité, celle de la libre circulation des personnes et des biens, Bonbon Bengan. Quand est-ce qu'elle sera véritablement une réalité? Lorsque Mbombok sera président de la République, je vais enlever ces barrières-là. Parce que justement, ces barrières, on les a renforcées en 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine et les regroupements sous-régionaux. On avait mis une phrase: garder les frontières intangibles héritées de la colonisation, évitant de s'immiscer dans les affaires des pays des uns des autres. Voilà l'héritage colonial que nous avons eu. C'est pour ça que nous parlons des enclos coloniaux. Donc, pour briser ces enclos coloniaux, il faudrait justement que quelqu'un à l'Élysée accepte que vous pouvez commercialiser entre vous. L'Afrique de l'Ouest avait eu, j'allais dire, à précipiter l'élan parce qu'il y avait deux mastodontes, le Nigeria et le Ghana,
qui n'obéissaient pas à ce genre de trucs. Et De Gaulle était obligé de dire j'ai fait avec eux, avec comme tête de file de son côté la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment constituer, au moment on appelait ici l'UDEAC, l'Union douanière économique des États de l'Afrique centrale, là-bas ils sont dans leur domaine de l'UMOA et tout, comment faire de l'économie sous-régionale Afrique de l'Ouest sans le Nigeria et le Ghana? C'était un problème parce que ces deux pays-là bougeaient et surtout avec un Kwame Nkrumah au pouvoir, et de suite. Donc ils ont eu un peu de l'avance. L'Afrique de l'Est avait une autre orientation et l'Afrique, la SADC, donc l'Afrique du Sud aussi. Donc nous qui sommes restés dans le giron de la colonisation belge et française, donc que ce soit l'UDA qui est devenu CEMAC ou la CEAC, en élargissant avec le Burundi, le Rwanda, l'Exaïr, la RDC et l'Angola, on est donc un peu... Maintenant, l'Angola voulait tirer, comme c'est un pays qui a pris réellement son indépendance, sa souveraineté, les autres qui sont sous l'emprise de la France et de la Belgique, on les a ramenés à se recroqueviller. Voilà le problème. Et justement, comment vous appréciez cette fusion aujourd'hui, CEMAC, CEAC? Est-ce que ça va permettre de redynamiser, d'apporter justement, de galvaniser ces pays? Non, c'est pour revoir, parce que la France est en crise. Elle avait d'abord émis le vœu de procéder à la dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC seulement, en mettant l'éco de l'autre côté. L'éco a du mal à prendre en Afrique de l'Ouest. Ici, nous sommes dans les économies sous perfusion. Il faut donc revoir, comme le président Biya est le seul avec l'Union européenne, les API avec l'Union européenne, il faut voir les réticences des autres. Qui va porter, comment on pourra harmoniser cela, le reste des économies, parce que la France est en crise, elle veut continuer à puiser dans ses réserves ici. Et d'autres pays, comme le Rwanda, ils ne sont pas d'accord. On dit que le Cameroun et le Congo, le Gabon, si vous voulez partir, nous on n'est pas. Maintenant, il faut donc en constituer un marché. Est-ce que ces pays constituent un marché? Non, nous ne pouvons pas constituer un marché. Pas encore, je veux dire. Donc, il faudrait, si vous avez parlé de locomotive, effectivement, le Cameroun est la locomotive, devrait être la locomotive, je veux dire, mais il ne joue pas son rôle. Il est une locomotive qui est poussée par les wagons. Quand c'est les wagons qui poussent, la traction viendra où pour pousser la locomotive. Ça veut dire qu'on sera régulièrement en panne. Voilà, on sera obligé de mettre une locomotive de renfort derrière qui va pousser les wagons. Finalement, la locomotive devant qui doit tirer est en panne, comme disait Charles Lamel. Voilà. D'accord. Karine Sancha, avec vous tout de suite, la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce matin, on s'intéresse à ce suicide à Yaoundé de monsieur appelé Vidal Bodo, qui est ingénieur agronome en service à l'Institut de recherche agricole pour le développement, l'IRA, de Colbissonne, et propriétaire d'un secrétariat et vente emportée qui s'est suicidé en se tranchant la gorge. Alors, d'après les déclarations de son épouse, le monsieur s'est levé aux environs de 3 heures, est entré dans la douche et a passé plusieurs heures, beaucoup de temps là-bas. Et puis, son épouse et sa fille ont décidé de demander ce qu'il fait là-bas depuis autant de temps. Et quand il sort, il voulait tuer tout le monde dans la maison. Au moment de chercher de l'aide, son épouse l'a retrouvé mort avec la gorge tranchée. Dominique Audrey, moi je veux comprendre, j'arrive pas à comprendre. Autant mieux vous poser la question. C'est moi, je comprends. Peut-être que vous comprenez grand-chose. Maintenant, les mobiles, jusqu'ici, on en sait. Oui, mais on tente de comprendre comment ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui peut bien trotter dans l'esprit d'un homme, laisser sa femme, ses enfants, et voilà, préférer rejoindre précocement, anticiper sur sa mort. Parce qu'on sait tous qu'on passera par là, mais oui, mais de là à anticiper, ça pose problème. Les hypothèses sont nombreuses. La première, c'est certainement la dépression, un accès de... Parfois, dans sa vie, on perd confiance en soi. On rencontre des difficultés au point où on se demande le pourquoi de notre existence. Pourquoi je vis? Je veux dire que je sers même à quoi sur cette terre? Est-ce que si je ne suis pas là, ma famille ne se portera pas plus mieux?
est-ce que je ne suis pas un poids? Est-ce que je ne suis pas un boulet pour ces gens? Peut-être c'est mieux que je les laisse enfin en paix. Je les laisse vivre leur vie tranquillement et ils seront mieux sans moi. On se pose ce genre de questions et parfois ça pousse à ce que les gens se tuent. Parfois on se tue parce qu'on se retrouve dans des choses compliquées. Des choses compliquées, ça c'est un vécu personnel, des choses compliquées qui font que contraints par des choses, des conditions qu'on ne peut pas remplir, on finit par sauter la vie. Ça c'est une autre hypothèse de certaines conditions pour un certain niveau de vie, pour une certaine qualité de vie, pour certains avoirs, on finit par se tuer. Et maintenant, donc, là, la personne qui est décédée, on ne saura certainement jamais le pourquoi du comment c'est arrivé. Mais maintenant, il faudrait dire à l'entourage d'être regardant sur les nôtres, d'être regardant sur nos frères, sur nos maris, sur nos voisins, également sur nos amis, sur nos collègues. Parce que, dans le foyer, par exemple, sa femme aurait pu se rendre compte que depuis un certain temps, mon mari sursaute pendant la nuit. Mon mari sursaute dans son sommeil. Mon mari qui ne parlait pas avant pendant qu'il dormait commence à parler et dit des choses bizarres. Depuis un certain temps, mon mari perd du poids. La dame de maison aurait pu stopper ça, aurait pu voir des indices qui permettent que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit une maman avec un enfant qui se suicide. On a parlé d'un enfant de 14 ans qui s'est tué après avoir raté son examen. Oui. Dans l'entourage, il y a des signes précurseurs généralement que les personnes qui ont les tendances suicidaires envoient. Donc il faut être simplement regardant pour détecter ce genre d'annonce, ce genre de signe. D'accord, ça m'amène vraiment, est-ce que c'est pas être lâche? Décider de se donner la mort, vraiment, est-ce que ce n'est pas ce genre de personne qui a du mal à affronter la vie? Pire encore, un homme. Isabelle Carole, ce siècle est le siècle du diable. C'est-à-dire? Je dis bien, ce siècle est le siècle du diable. Beaucoup de jeunes compromettent leur avenir. Beaucoup de jeunes compromettent leur vie à la recherche du gain. On dirait que c'est l'échec du renouveau. La recherche du gain facile. Vous avez beaucoup qui intègrent des cercles ésotériques. Ouais. Beaucoup qui s'inscrivent dans la logique d'un porte-monnaie magique. Ouais. Beaucoup de jeunes qui s'inscrivent aujourd'hui dans la logique du charme, de l'envoûtement. Ouais. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui estiment qu'en un temps record, ils peuvent devenir riches. En un temps record, ils peuvent profiter d'un strapontin pour pouvoir atteindre un certain niveau, passant par certains raccourcis. Et je peux vous rassurer, beaucoup qui arrivent à ce niveau, lorsqu'on les présente les conditions de vie, lorsqu'on les présente en leur disant, oui, tu vas avoir une maison, oui, tu auras la piscine, oui, tu auras la dernière marque de voiture, mais sache qu'à 5 heures, tous les 5 heures pile, tu dois être debout et te faire une tasse de thé particulière. Qu'à 23 heures avant de dormir, tu dois te faire une autre tasse, tu dois boire un vin particulier. Qu'à 2 heures du matin, tu dois être debout, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels, tu ne dois pas manger de viande, tu ne dois pas saluer avec la main gauche, tu dois utiliser tout l'argent, on se retrouve à craquer. Mais ça veut dire qu'au départ, on ne sait pas, c'est en cours de chemin qu'on vous informe bien. C'est ça, oui, le diable te donne avec une main et reprend avec l'autre. Donc, les jeunes aujourd'hui, s'il arrivait à ça, on a dit qu'il est devenu une furie, il est entré en furie. La femme a dû fuir pour le commissariat. Elle allait, pendant qu'elle explique, elle revient avec la police. Elle se rend donc compte qu'il s'est tranché. Posez-vous la question, comment a-t-il réussi à se trancher les deux et prendre pour pouvoir. Donc, c'est vous dire qu'il a atteint un niveau. À un moment, dans certaines administrations, vous avez des gens qui sont retenus dans le bureau après 17h30, d'autres qu'on convoque pour donner le travail à partir de 19h30, d'autres dont on tient les réunions à partir de 22h30. Qu'est-ce qu'on fait dans ces bureaux? Eh bien, on vous demande de tenir la table. Il y a des personnes qui ne vivent que ça et qui, à un moment donné, permettez-moi de dire la vérité. Dites-la. Pourquoi vous voulez qu'on tourne autour de vous? C'est en train de prendre plein de personnes où quelqu'un se lève en disant « Je ne peux plus. Je ne peux plus. »
bétagement fait. Il choisit cette décision, fut-elle lâche ou pas, une chose est sûre, chacun est responsable de ses propres forfaitures. Il est responsable de ses propres forfaitures. Karine Santia, autre sujet. Le deuxième sujet concerne cette image de ce policier qui, au cours d'un contrôle au niveau d'Abomban, entre carrément dans le véhicule. C'est un camion, il entre dans le véhicule, il discute le volant avec le chauffeur. On vous invite à regarder la vidéo avec nous. Est-ce qu'on peut écouter la régie? Oh! Oh! Dans le dossier là! Oh! Oh! Dans le dossier là! Je suis sans voix. Je suis sans voix. J'imagine peut-être le pire qui aurait même peut-être pu se produire là. Franchement. Justement, c'est d'abord ici, j'avais écouté Pierre Melo-Medio un jour. J'ai des policiers qui ont commis des exactions à Bonabéry. Il allait à Moutenguene pour une visite. Il a dit aux policiers, je vous ai dit que votre corps ne peut pas barrer une voiture. Il l'avait dit 3 fois. On vous dit toujours que votre corps ne peut pas barrer une voiture. Vous savez ce que vous devez faire lorsqu'un chauffeur refuse d'obtempérer. Ça veut dire qu'on leur a appris des choses qu'ils doivent appliquer. Pourquoi ils peinent donc à appliquer ça plutôt que d'offrir ce genre de spectacle? Je ne sais pas. C'est le délitement social. Le délitement social, c'est-à-dire le Cameroun est dans la situation de tu sais qui je suis, moi on obéit à mes ordres ou pas. Donc on est pratiquement à côté de la norme. Donc c'est chacun qui veut faire des choses. Et on leur apprend ça. Même celui à Yaoundé dernièrement qui a été bousculé parmi eux. Puis ça remonte à ça. Il y en a un autre qui veut même mettre quelquefois le pied pour retirer la clé. C'est des comportements déplorables. On ne peut pas. Et on leur demande de ne pas s'exposer. Ne pas s'exposer face aux délinquants. Là, le chauffeur est un délinquant. Mais quel est le comportement? Est-ce qu'il a le droit de monter là? Est-ce que le chauffeur également devrait démarrer, Charles? Il s'est senti menacé. Le policier le tirait. Regardez, revenons sur l'image. Regardez bien. Il est en train de tirer le chauffeur. Le policier tire le chauffeur vers l'extérieur. Il n'a pas le droit de monter. Regardez comment il est violent. Voilà, il va le tirer vers l'extérieur. Regardez, observez bien. Regardez comment il le ramène. Regardez ce qu'il veut faire. Et c'est là où le gars dit OK. Le policier demandait des papiers, c'est ça? Oui. Et le chauffeur a refusé de donner les papiers. Il ne doit pas monter. Pourquoi le monsieur n'a pas garé d'abord son véhicule sur le côté? C'est un délinquant. On appelle ça dans le jargon un délinquant. Ça veut dire qu'il y a des mesures pour réprimer ce genre de personnes. Quand vous êtes face à un délinquant, il y a un type de comportement à avoir. C'est ça que le policier doit avoir. Il appelle les collègues qui sont au prochain contrôle, il relève des choses, ainsi de suite. Donc vous n'allez pas, il y a un comportement à avoir. J'ai été témoin d'une scène ce week-end. Je vais vous relater. J'ai été témoin d'une scène ce week-end où le policier a interpellé un véhicule. Le gars lui dit, je suis en train de sortir de l'ouest, je suis à vide, je n'ai pas de truc, on a déjà cotisé. Voilà l'expression qu'il a employée, on a déjà cotisé. Tu m'arrêtes encore, pourquoi? Il dit, descends, je veux voir tes papiers. Le gars dit, mais laisse-moi aller charger en remontant, je veux passer à la cotisation. Il dit, tu ne bouges pas, il s'est placé devant le véhicule. En relation avec ce que maman dit, il dit, tu ne bouges pas. Les autres sont venus mettre la herse. Il dit, si je monte sur la herse, ça explose, est-ce que vous allez payer le temps perdu? Il dit, on s'en fout. C'est comme ça que le monsieur, le policier, contourne, son collègue contourne, il pose le pied et donne un coup de poing au chauffeur. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. On aurait eu une autre hécatombe comme ce qu'on a eu à Bafang. Donc, il y a des policiers véreux. Je dis bien des policiers véreux. Je ne parle pas du corps, mais des policiers véreux, des brebis galeuses qui véritablement se retrouvent là. Il n'a pas besoin d'ouvrir la portière, d'entrer et de tirer, d'estiper le gars. Non, vous n'avez pas déféré, ça appartient à quelle compagnie, à une plaque d'immatriculation. Une chose est sûre, c'est qu'il va rouler, comme Bobo disait. On appelle le poste avancé, on lui dit, ok, voilà, telle personne vient de faire bloquer tel camion. On va s'arranger à le faire. Ils ont des talkie-walkie. D'accord. Merci à vous, Karine, pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous, par la suite, de dire bonjour à Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, Elisabeth. Vous
détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Vous aimez le tapis de braise avec vous, Constilamine. Bonjour. Alors bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ces clients, je ne cesserai de leur dire merci de faire confiance à ce concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Pour dire tout simplement, on reste à la maison, on reste dans ce magasin. À travers le numéro de téléphone, on peut commander un article au magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Nous sommes bel et bien aujourd'hui en train d'amorcer bien sûr, c'est-à-dire la fin de cette grande campagne baptisée Buy One Take Two sur les tapis de braise. Il faut rappeler que cette campagne s'achève définitivement le 31 août 2021 parce qu'à partir du 1er septembre, il n'y aura plus cette opération. Le tapis reviendra au prix normal qui est moins de 10 000 francs. Donc, profitez encore de ces 2 semaines pour avoir un tapis à 10 000 et recevoir le second gratuitement grâce à l'opération Buy One Take Two. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka l'a fait pour vous. Donc ne venez plus le 1er septembre demander une 3e prolongation de cette opération Buy One Take Two. Je rappelle que le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du Palais d'Ika. C'est dans ce quartier que vous avez ce magnifique magasin, ce très grand magasin qui vous permet d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parmi ces articles, vous avez bien entendu le tapis de braise que voici encore appelé tapis for breza en anglais, en français, en espagnol, vous l'appellerez tapis Nyabumbasui. Ça, c'est l'espagnol by Constilamine sur l'appellation du tapis de braise. Ce tapis de braise, chers téléspectateurs, a plusieurs avantages. Tout d'abord, il est rapide, il est pratique, il est bien entendu de très bonne qualité. Il permet de donner un goût particulier à l'élément qui est placé en braise. Il permet également de faciliter la cuisine au niveau de la braise, raison pour laquelle je le recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Vous êtes restaurateur, vous êtes hôtelier, vous êtes particulier, il est important de commander le tapis de braise. Le prix de ce tapis de braise est de 10 000 francs. Oui, en ce moment, vous achetez un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. C'est en vente au magasin 1001 tapis. Un tapis de braise acheté, le second vous est offert gratuitement. Profitez de cette opération, profitez de cette promotion pour avoir un tapis de braise à 10 000 et le second vous est offert gratuitement. Merci à vous, Constilamine. C'est le temps pour nous de refermer ce programme. Malheureusement, 2 heures, c'est comme 2 minutes, à peine commencé. On est obligé de se séparer, malheureusement, et c'est toujours avec un pincement au cœur lorsque ce moment arrive. Mais que faire? Rendez-vous demain, dans tous les cas, lorsqu'il sera 10 heures, toujours avec toute la grande équipe qui m'accompagne et aussi toute l'équipe technique avec, justement, en tête Emmanuel Wapi. Rendez-vous demain, 10 heures. Le bailleur, là, c'était... Ouais.